Salut à tous, c'est Myril et dans cette vidéo, je vais répondre aux questions fréquentes que me posent souvent les membres de ma communauté. Si vous me suivez sur Telegram ou sur Instagram, vous allez remarquer que je fais souvent des petites séances de FAQ où mes abonnés me posent des questions et où j'y réponds spontanément. Et pour cette fois-ci, j'ai décidé de recueillir ces questions-là et d'y répondre directement dans une vidéo YouTube. Donc si vous ne me suivez pas à la fois dans mon canal Telegram ou sur mon compte Instagram, c'est le moment d'aller le faire, les amis. Les liens seront disponibles dans la description. Dans cette vidéo, j'ai non seulement répondu à vos questions, mais pour avoir un point de vue différent, j'ai également sollicité l'avis de quelques amis entrepreneurs que vous connaissez certainement et ils ont partagé des pépites. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin pour les découvrir. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors, la première question qu'on a reçue est la suivante. Myril, j'ai commencé l'e-commerce il y a presque 6 à 7 mois. Je suis salarié et j'ai prévu de démissionner à la fin de l'année pour me concentrer à fond sur le e-commerce. Mon travail me prend trop de temps et je n'arrive presque pas à faire grand-chose en gardant mon boulot. Je travaille de 6h à 17h30. Conseille-moi, s'il te plaît. Alors, pour te donner des conseils les plus objectifs possibles, il faut qu'on évalue plusieurs cas de figure. Déjà, je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas si tu as des bouches à nourrir. Je ne sais pas si tu as une femme et un enfant à charge. D'accord? Dans ce cas-là, démissionner de ton boulot serait très risqué. Je ne sais pas si tu as une épargne de sécurité de côté qui te permettra de subvenir à tes besoins, de couvrir ton train de vie pendant les 6 prochains mois ou les 12 prochains mois. Je ne sais pas. Donc, ce sera difficile pour moi de t'encourager dans la direction que tu souhaites, c'est-à-dire celle de la démission. Cependant, je tiens à te dire quelque chose. Je peux te promettre que ce n'est absolument pas ton boulot qui t'empêche d'avoir des résultats ou d'atteindre tes objectifs en ce qui concerne ton business e-commerce. Absolument pas. L'esprit humain peut se concentrer sur deux choses à la fois. Vous pouvez avoir votre boulot et un side business, donc un business que vous faites à côté et gérer les deux simultanément, d'accord? On a plusieurs cas comme ça de membres de notre programme qui le font, notamment Monsieur Landry qui est fonctionnaire et qui arrive quand même à générer plusieurs millions. On a également Nestor par exemple qui est professeur de maths mais qui arrive à générer plus que son salaire grâce à son business e-commerce et des cas comme ça, il y en a plein. Donc laisse-moi te dire que ce n'est pas ton boulot qui t'empêche de te concentrer ou qui t'empêche d'avoir des résultats significatifs dans ton business e-commerce. Absolument pas. Et si je vais aller plus loin, je rebondirai en citant Alex Hormozy qui dit en anglais « Your 9 to 5 is not killing your dreams. Your 5 to 9 is ». Vous voyez, le 9 to 5, ça veut dire le 9 à 5. Donc 9h du matin à 5h du soir. Ça veut dire 9h du matin à 17h. 9h à 17h. D'accord? Et c'est le terme qui est utilisé par les anglo-saxons pour désigner en fait ton travail. Donc quand quelqu'un dit mon 9 à 5, il veut parler de son travail. Et Alex Hormozy dit donc que ton 9 à 5 ne tue pas tes rêves. Ton 9 à 5 ne tue pas tes objectifs. C'est ton 5 à 9 qui le tue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas ce que tu fais pendant ton 9 à 5 qui t'empêche d'atteindre tes résultats. C'est plutôt ce que tu fais à partir de ton 5 jusqu'aux 9h du lendemain qui t'empêche d'atteindre tes résultats. Si tu es e-commerçant et que tu tiens à réussir grâce à ton business, cette période de temps après ton boulot doit être consacrée à la recherche de produits, à la création de ta boutique, au lancement des publicités, à la gestion ou bien à la supervision avec ton équipe. Je t'assure que si tu gères minutieusement ce temps-là, tu n'auras absolument pas besoin de quitter ton boulot et tu pourras avoir des résultats considérables grâce à ton business e-commerce. Donc rassure-toi, un homme qui est concentré et qui n'a pas trop de temps va beaucoup plus loin qu'un homme qui a tout le temps du monde mais qui est diverti. Donc quand tu sors du boulot, je sais que tu as envie de déstresser, je sais que tu as envie de te changer les idées, d'aller scroller sur TikTok pour suivre les blagues, d'aller, je sais pas, coller les petites avec tes amis. Désolé pour la blague. Je sais que tu as envie de faire toutes ces choses-là. Mais crois-moi, pour atteindre tes objectifs, il faudra faire des sacrifices. Et tu dois mettre de côté la plupart de tes distractions si tu veux y arriver. Et ce n'est absolument pas compliqué parce que quand ça va commencer à payer, tu verras que ça en vaut réellement la peine. Donc, si tu tiens à démissionner, franchement, ce choix te revient. Moi, je ne peux personnellement pas te donner ce conseil-là parce que je n'ai absolument aucun contexte par rapport à ta situation. Et donc, je ne peux pas m'avancer dessus. Cependant, ce que je sais, c'est que des exemples comme ceux de Monsieur Landry, de Monsieur Nestor et tout ça, il y en a plein. Il y a plein de gens qui arrivent à bien manager leur business en parallèle de leur boulot. Donc, ce n'est absolument pas impossible pour toi d'y arriver. Il suffit juste d'être déterminé et d'avoir une très bonne organisation. C'est tout. Passons à la question suivante. Alors, la prochaine question de la liste est assez simple. L'abonné demande: est-ce que l'e-commerce en Afrique est concurrentiel comme le dropshipping? Alors, pour répondre à cette question, on va donc définir ce que c'est que la concurrence et qu'est-ce qui facilite la concurrence en termes de business. D'accord? Il faut savoir que le niveau de concurrence d'un business est intimement lié
aux barrières à l'entrée de ce business-là. Je vais prendre l'exemple du marché de l'emploi. Pour certains, le marché de l'emploi est un marché extrêmement concurrentiel. Pourquoi? Parce que la plupart des gens vont dans les universités classiques. Elles vont dans l'université du pays ou dans la plupart des universités qui n'ont pas forcément de grosses barrières à l'entrée et donc qui sont accessibles à la plupart des gens. De ce fait-là, ces personnes finissent par avoir les mêmes diplômes que des centaines de milliers de gens qui sont libérés sur le marché chaque année. Et donc, de ce fait-là, c'est difficile pour les étudiants ayant les mêmes diplômes de se démarquer sur le marché de l'emploi et d'avoir un travail qui leur correspond véritablement. À l'inverse, nous avons par exemple ceux qui vont à Harvard. Comme vous le savez, Harvard, c'est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure université du monde. C'est une université prestigieuse. Il n'accepte pas tout le monde. Donc, il y a vraiment des barrières à l'entrée de Harvard. Il faut non seulement faire partie des meilleurs académiquement au monde, mais il faut également avoir les moyens de payer ses frais de scolarité. Et les frais de scolarité là sont assez chers, plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Il y a donc une grosse barrière à l'entrée de Harvard et il y a une très faible barrière à l'entrée des universités classiques africaines. Ce qui va faire que ceux qui iront à Harvard lorsqu'ils vont sortir ne seront pas dans un environnement de concurrence. Ils n'auront presque pas de concurrence parce qu'ils font partie du top 1% mondial. Ils n'auront absolument pas de mal à trouver un boulot bien rémunéré dans une boîte. Simplement parce que leur nom parle pour eux. Ceux qui, à l'inverse, ont eu leur diplôme dans les universités classiques africaines ont nettement moins de chances. Qu'est-ce que ça veut dire de façon concrète? Ça veut simplement dire que le fait qu'il y ait des barrières à l'entrée d'un business limite la concurrence et le fait qu'il n'y ait pas vraiment de barrières à l'entrée d'un business facilite la concurrence. Quand on prend l'exemple du dropshipping, vous pouvez remarquer qu'il n'y a absolument pas de barrière à l'entrée du dropshipping. N'importe qui peut se lever du jour au lendemain, prendre son ordinateur et se lancer en dropshipping comme si de rien n'était. À l'inverse, il y a quand même quelques barrières à l'entrée du e-commerce en Afrique. Mais il s'agit des barrières que les Africains peuvent contrôler. Rappelez-vous de l'exemple de Harvard que je disais tantôt. Il y a des barrières à l'entrée de Harvard. Par contre, ceux qui sont capables de contrôler ces barrières à l'entrée-là bénéficient des avantages incommensurables sur le marché. C'est un peu comme le marché du diamant où il y a des barrières à l'entrée. Il faut acheter des mines, il faut avoir des autorisations, etc. Mais ceux qui ont les moyens d'acheter ces mines-là, d'avoir ces autorisations-là, ont un avantage considérable sur tout le reste du marché parce qu'ils profitent d'un marché qui est très peu concurrentiel parce qu'ils ont pu mettre en œuvre les moyens pour y accéder. Et l'e-commerce en Afrique, on a quelques challenges relatifs aux livraisons, on a quelques challenges relatifs à la logistique qui fait que, contrairement au dropshipping, on ne peut pas juste prendre notre ordinateur comme ça du jour au lendemain et se lancer. Mais l'avantage de ce business-là, pour nous les Africains, c'est qu'on arrive à contrôler les barrières à l'entrée. En faisant leurs analyses, plusieurs personnes disent souvent qu'il faut aller vers les business qui n'ont pas de barrières à l'entrée. Moi, je ne pense pas pareil. Je pense plutôt qu'il faut aller vers les business qui ont des barrières à l'entrée et dont on peut contrôler ces barrières-là. Parce que ça élimine drastiquement la concurrence. Lorsque vous vous lancez en dropshipping, vous êtes en concurrence comme contre un mec des États-Unis qui a plus de 10 ans d'expérience en marketing, qui a déjà généré plusieurs millions sur le marché. Et vous, avec vos maigres centimes d'Africains, vous allez vous mettre en concurrence avec cette personne-là. Ce sera très difficile pour vous de vous en sortir. En revanche, sur le marché africain, c'est une industrie qui est très récente. Il n'y a pas énormément de concurrence. Et donc, lorsque vous vous lancez dessus, vous avez beaucoup plus de chances. Parce que vous êtes africain, que vous maîtrisez les barrières à l'entrée, vous avez beaucoup plus de chances de réussir sur ce marché-là. Donc non, l'e-commerce en Afrique n'est pas aussi concurrentiel que le drop et il ne sera jamais aussi concurrentiel que le drop simplement parce qu'il y a quelques barrières à l'entrée, il y a quelques challenges en fait qui font que ce n'est simplement pas possible. Alors la prochaine question nous dit, si je me lance, dans combien de temps est-ce que j'aurai des résultats? Et ça, c'est une question qu'on me pose énormément. Meryl, si je rejoins ton programme de façon concrète, combien de mois je dois compter pour pouvoir avoir mes premiers résultats? Et je vais répondre à cette question comme cela se doit parce qu'il le faut véritablement. Il faut savoir qu'on ne peut prédire, on ne peut jamais prédire avec exactitude le moment où vous allez avoir des résultats, le moment où vous allez réussir. Ce n'est absolument pas possible. Simplement parce qu'il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de compte. Pour déterminer la vitesse à laquelle vous allez avoir vos résultats, nous allons prendre en compte 3 critères. Il y a votre vitesse d'assimilation. À quelle vitesse est-ce que vous êtes capable de comprendre en fait les choses? En deuxième position, ce qui est le plus important, il y a votre vitesse d'exécution. Quand vous apprenez quelque chose, à quelle vitesse est-ce que vous mettez ça à l'action? Est-ce que vous êtes du genre à passer à l'action directement le lendemain ou à remettre
à la semaine prochaine, à 2 semaines, au mois prochain. Et le troisième critère, en fin de compte, c'est simplement votre constance dans le temps. Parce que comme vous le savez, on réussit très peu du premier coup. Il y a très peu de gens qui réussissent du premier coup. La réussite ne sourit qu'à ceux qui sont persévérants et constants dans le temps. Donc, ce sont ces 3 critères-là qui détermineront réellement votre succès. Donc, cela dit, on peut avoir des gens qui ont des résultats en une semaine, c'est déjà arrivé. Comme on peut avoir des gens qui ont leurs premiers résultats en 1 mois, en 3 mois, certains en 6 mois. Et on peut avoir aussi des gens qui n'auront jamais leurs résultats simplement parce qu'ils ne passent pas vite à l'action et qu'ils ne sont pas constants dans le temps. Et je vais vous raconter une petite histoire. La dernière fois, j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait « Oui, Myril, moi je me suis lancé dans l'e-commerce en Afrique depuis plus d'1 an maintenant et je n'ai toujours pas eu de résultats. » Je lui ai dit « Comment ça? Tu fais du e-commerce en Afrique depuis 1 an et tu n'as pas eu de résultats ?» Il me dit « Oui. » Je dis « Ah bon? Tu t'es formé? » Il me dit « Oui, qu'il est membre de mon programme. » Je dis « Ah bon? Et tu n'as pas eu de résultats pendant 1 an? » Il m'a dit « Oui. » Je lui ai dit « Ok, dis-moi. Combien de produits est-ce que tu as lancé? Est-ce que tu as fait ta recherche de produits? Il a dit que quand il a rejoint le programme, il a lancé son premier produit 1 semaine après. Et après, il a eu quelques imprévus. Et 3 mois plus tard, il est revenu lancer un produit vite fait là. Mais ça n'a pas marché. Et que depuis là, qu'il n'a plus réessayé. Je lui ai dit, ok, c'est maintenant que tu viens de bien t'expliquer. C'est pas parce que tu t'es lancé depuis 1 an que tu as forcément 1 an d'expérience. Ce monsieur, il a testé 2 produits en 1 an. Il a 1 semaine d'expérience étalée sur 1 an. Et c'est 2 choses différentes. Je vous le dis, c'est littéralement impossible que quelqu'un qui se lance dans l'e-commerce en Afrique et qui est constant pendant 1 an, même 6 mois, j'irais même jusqu'à dire 3 mois, et qui n'a pas de résultat, franchement, c'est très peu probable. Et donc, quand je vois souvent des gens qui me disent « Je me suis lancé depuis tel nombre de temps », je vois juste que leurs actions n'ont pas suivi. Donc, vous voyez, tantôt, je vous parlais de votre vitesse d'assimilation, mais plus important de votre vitesse d'exécution et de votre constance dans le temps. Et c'est comme ça qu'on a des gens comme Mohamed Lee, par exemple, qui en se lançant par exemple en e-commerce, n'avait pas eu de très bons résultats au début, mais qui juste après quelques temps ont vite pris le pli et aujourd'hui arrivent à faire des journées à plus de 100 000, à plus de 200 000 francs de chiffre d'affaires encaissés journalièrement. Et donc c'est très important que vous compreniez que cette question-là de quand est-ce que je vais réussir en fait si je me lance, on ne peut pas y répondre réellement. Si c'était le cas en fait, tout le monde serait entrepreneur. Il faut savoir qu'il y a aussi une partie risque qu'il ne faut pas négliger lorsqu'on se lance et donc que les choses peuvent prendre plus de temps que prévu. Mais une chose est sûre, c'est que si vous travaillez tous les jours en direction de vos objectifs, le succès n'est qu'une question de temps. Pour quelqu'un qui est assidu, constant, je dirais que en 3 mois, il peut commencer à avoir ses premiers résultats. 3 mois, grand maximum. Prochaine question sur la liste. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune découragé par ses parents à l'idée de lancer son business en ligne? Alors, à ce jeune-là, je dirais simplement de s'armer de courage et d'oublier concrètement ses parents. Il faut savoir que nos parents n'ont qu'un seul objectif, c'est de nous protéger. Et nous protéger à leur avis, c'est simplement nous empêcher de prendre des risques. On le sait aujourd'hui, qui ne risque rien n'a rien. Et eux, ils ont grandi à une époque où les diplômes faisaient réellement la loi. Ils ont grandi à une époque où leurs amis ou les personnes qu'ils connaissent qui avaient étudié à l'étranger, qui sont revenus ou qui ont eu des gros diplômes, avaient de gros postes dans l'administration. Et ce qui fait qu'ils ont grandi, ils ont passé toute leur vie à envier ces personnes-là. Et donc, ils veulent la même chose pour leurs enfants. Vous ne devez pas leur en vouloir, c'est simplement leur paradigme qui sont ainsi. Ce que vous devez faire par contre, c'est vous battre vous-même de votre côté. Ne pas chercher leur soutien immédiat, parce que ça ne viendra certainement jamais. Et vous battre vous-même de votre côté pour pouvoir avoir les résultats. Parce qu'il y a une chose que tout le monde respecte, c'est le succès financier. Peu importe votre activité, peu importe ce que vous faites dans la vie, que vous soyez éboueur, que vous soyez ramasseur d'ordures, que vous soyez agent d'entretien, si vous arrivez à leur prouver qu'avec votre activité, vous arrivez à générer leurs 2 salaires à eux-mêmes combinés par jour, il n'y a aucun moyen qui ne vous respecte pas et qui ne vous encourage pas dans votre direction. D'autant plus s'ils sont convaincus que ce que vous faites est 100% légal, d'accord? Donc, vous devez comprendre que c'est votre responsabilité de prendre les choses en main, de travailler et d'apporter les résultats. Personnellement, moi, c'est ce que j'ai fait. Et quand les résultats tombent, en fait, les parents voient réellement que c'est du sérieux. Ils sont bienveillants, ils commencent à comprendre et c'est beaucoup plus facile, en fait, pour la suite. Donc, vous devez comprendre que si vos parents vous découragent, ce n'est absolument pas la fin du monde. On est tous passés par là. Vous devez juste persévérer et serrer les dents jusqu'à ce que vous ayez les résultats pour leur montrer réellement que ce que vous faites en vaut la peine. Alors, prochaine question de la liste. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui vient de se lancer? Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui vient de se lancer, c'est un conseil très important. C'est un conseil que j'aurais voulu qu'on me donne moi aussi à mes débuts. C'est simplement le conseil de ne t'attends pas à ce que ça marche
rapidement pour toi. Aussi simple que ça. Je n'attends pas à ce que ça fonctionne rapidement pour toi. Lorsque je me lançais, moi, à mes débuts, dans les business en ligne, notamment dans le dropshipping, mon plan était simple. Je me lance maintenant. Dans un mois, je génère 100 000 euros. Je déménage, je me casse à Dubaï, j'achète ma voiture, je fais plaisir à tout le monde. J'ai changé ma vie. C'est simple. J'avais mon business plan qui était planifié sur un mois et j'étais très naïf. Mais aussi chanceux parce que au lieu d'un mois, il m'a pris peut-être 6 mois pour réussir. Pour d'autres, ça prend peut-être un peu plus de temps. Mais il faut savoir que ces 6 mois-là étaient frustrants pour moi. Parce que je m'attendais à réussir tellement rapidement que à chaque échec que j'avais sur la voie, je me décourageais, je perdais patience. N'eût été le soutien de mon associé à l'époque, qui était réellement de soutien moral, je pense que j'aurais peut-être abandonné. Par contre, si j'avais abordé le business en me disant que je me donne 1 an ou 2 ans, 3 ans pour réussir dans ce business-là, vous voyez qu'il sera littéralement impossible pour moi de ne pas avoir des résultats. L'erreur que font beaucoup de gens, c'est qu'ils veulent réussir du jour au lendemain. Ils veulent qu'en se lançant aujourd'hui, ils appuient sur un bouton et demain, ils sont à Dubaï. Ils veulent qu'en se lançant aujourd'hui, ils aient une stratégie miracle qui leur permette de gagner beaucoup d'argent tout d'un coup, d'un claquement de doigts. Les gars, ça n'arrivera certainement pas. Et donc, vous devez vous préparer mentalement à ça. C'est le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un. Préparez-vous mentalement à échouer. Préparez-vous mentalement à ne pas réussir dès le début. C'est très important. Parce que comme ça, vous aurez un horizon de temps beaucoup plus long, beaucoup plus raisonnable. Et devinez quoi? Quand c'est comme ça, le succès arrive beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que vous ne l'attendez pas de sitôt. Et quand vous ne l'attendez pas de sitôt, vous travaillez sans rien attendre en retour. Vous mettez en place les actions que vous devez mettre en place pour pouvoir avoir les résultats que vous voulez avoir, sans pour autant être pressé que ces résultats-là n'arrivent sur un claquement de doigts. Du coup, le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un, c'est de ne pas du tout espérer que ça marche pour lui rapidement. Plutôt espérer que ça ne marche pas rapidement pour lui et comme ça, il sera très agréablement surpris. Alors, je vous laisse avec la suite de la vidéo parce qu'il se fait tard et il y aura d'autres questions qui viendront dans la nuit et auxquelles je répondrai demain dans la journée. Allez. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour, ce matin, déjà, je me suis réveillé et pendant la nuit, il y a eu plusieurs questions que vous m'avez encore posées et je me suis dit que ce serait le bon moment d'y répondre, notamment à cause d'une question en principal à laquelle je vais répondre maintenant pendant ma petite séance de footing matinale, d'accord? On va le dire comme ça. Et donc, la prochaine question, c'était celle-ci. Meryl, qu'est-ce que ça fait d'avoir sa maison dans le quartier le plus cher de la ville? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu me le recommandes? Alors, avant de répondre à cette question, je vais vous dire dans un premier temps comment j'ai atterri ici, comment j'ai découvert ce quartier et comment je l'ai choisi comme lieu d'habitation. Il faut comprendre ceci. Personnellement, je n'ai pas mis pied à la capitale avant mes 17 ans. Il n'y a que après 17 ans que je suis venu pour la première fois à Cotonou. Donc, personnellement, les signes extérieurs de richesse, je n'en étais pas trop familier. Vous voyez? Et c'est arrivé à Cotonou, en fait, que je me suis rendu compte du niveau de richesse que certains, d'accord? Parce qu'avant, j'étais du genre à me plaindre en disant, ouais, il n'y a pas d'argent dans le pays, le Bénin est pauvre, tout ça. Mais c'est une fois arrivé à Cotonou que je me suis réellement rendu compte que, ah non, c'est pas la blague. Et surtout, en particulier dans ce quartier-là, il faut savoir que l'histoire remonte à l'époque où je vendais mes coques personnalisables. Comme vous le savez, à l'époque, en fait, de façon concrète, je faisais encore mes livraisons moi-même parce que je tenais à aller voir mes clients. Je trouvais que l'argent n'était pas suffisant pour que je paye un livreur aussi. Donc, je faisais mes livraisons moi-même. Et un jour, j'ai été invité à faire une livraison dans ce quartier-là. La cliente avait payé 5 coques de 15 000 francs. Ça fait 75 000 francs en tout. Et quand je suis venu, elle me les a tendues comme si de rien n'était. Elle a juste pris les coques. Ah, c'est joli. Elle me les a remis comme si de rien n'était. Et elle est partie. Je me suis dit, waouh, comment est-ce que quelqu'un peut dépenser 75 000 francs comme ça dans des pochettes de téléphone sans que ça ne lui dise absolument rien? Qu'est-ce que je n'ai pas compris en fait? Et arrivé dans ce quartier, je me suis rendu compte de la beauté des maisons, d'accord? C'est juste incroyable. Je pense que c'est le quartier où vous verrez le plus de belles maisons et tout à Cotonou. Et en plus des maisons, il y a aussi de très belles voitures. C'est le quartier dans lequel vous verrez les plus belles voitures littéralement de Cotonou. Et en voyant tout ça, forcément, tu te dis que, ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Parce que tu es toujours là à te plaindre du fait qu'il n'y a pas assez d'argent dans le pays. Mais tu vois ici qu'il y a beaucoup d'argent. Tu vois le genre de maison que les gens construisent, le genre de voitures dans lesquelles les personnes roulent. Ça t'inspire énormément. Et donc, en voyant ça à l'époque, j'étais encore dans mon appartement d'étudiant et je me suis dit que c'est ici que je vais vivre, c'est ici qui sera mon lieu d'habitation, c'est ici qui sera mon domicile. Plusieurs années plus tard, j'y suis maintenant. Qu'est-ce que ça m'apporte concrètement? Le fait de vivre dans cet environnement-là, ça débloque énormément de croyances limitantes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Lorsque vous êtes dans un environnement où la plupart des gens qui vous entourent, personnellement, j'étais dans une maison où la plupart des gens qui m'entourent étaient des étudiants. Alors, je n'ai rien contre les étudiants. C'est juste que quand ces personnes-là vous entourent, vous avez l'impression que vous êtes arrivé dans la vie. Vous avez l'impression que, parce que vous êtes là, vous gagnez plusieurs millions par mois, vous n'avez pas de problème,
et tout ça. Et ceux qui sont autour de vous n'en sont pas encore à ce niveau-là et se plaignent constamment. Et donc, quand vous voyez ça, ça peut vous donner l'impression que votre vie est très bien comme elle est, que vous ne manquez de rien et que vous êtes arrivé dans la vie. Mais le fait de se remettre dans ce genre d'environnement-là, vous vous rendez déjà compte que vous n'êtes arrivé nulle part. Et ça vous motive à aller beaucoup plus loin parce qu'il y a encore énormément à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Et c'est ça en fait le principal impact que cet environnement-là a sur moi parce que ça me montre chaque jour. Je suis exposé chaque jour à des niveaux de richesse mais incroyables. C'est le quartier dans lequel vivent les plus grands hommes d'affaires du pays, les grands hommes politiques du pays. Et ça te motive à aller plus loin, à chercher beaucoup plus, à gagner beaucoup plus d'argent et à te remettre en cause constamment parce que tu te rends compte que tu n'es absolument arrivé nulle part en fait. Mais nulle part. Et donc c'est ça ce que ça m'apporte de façon concrète. Est-ce que je recommande? Si vous en avez les moyens, oui. C'est pas un quartier qui est abordable, accessible à tout le monde. Si vous avez un business qui marche très bien, bien sûr, je vous le recommande. Changer d'environnement, c'est littéralement la meilleure des choses que vous pouvez faire. C'est littéralement le meilleur investissement que vous pouvez faire en vous parce qu'on est également le produit de notre environnement. C'est notre environnement qui nous conditionne à faire ce qu'on doit faire dans la vie. C'est notre environnement qui va nous pousser à choisir de vivre de telle manière. C'est notre environnement qui va nous pousser à choisir de construire dans tel type de maison. C'est notre environnement qui va nous pousser à choisir de rouler tel type de voiture, etc., etc. On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente, c'est vrai, mais on est également le produit de son environnement. Et ton environnement déteint sur toi, t'influence d'une manière ou d'une autre. C'est à toi donc de choisir l'environnement dans lequel tu veux vivre. Je vois des gens qui vont se réfugier dans des villages, dans des coins perdus, parce qu'ils se disent que c'est plus accessible. Moi, personnellement, c'est pas réellement ma philosophie. Je veux me mettre dans un environnement qui me challenge, qui me motive tous les jours à me surpasser. Je veux pas me reposer sur mes lauriers. Et donc, je vous assure que vivre dans un quartier comme ça m'aide énormément. Après avoir fini ma petite séance de footing, je suis allé en soirée jouer au paddle avec des potes. Et j'ai reçu en temps une question qui me demandait quel est le secret du succès. Et étant donné que j'étais allé jouer au paddle avec des potes, j'ai voulu leur demander directement le secret du succès dans leurs domaines respectifs. Parce qu'ils intervenaient dans des domaines respectifs. C'est ainsi que j'ai d'abord commencé avec Benny Tossou, qui est l'expert numéro 1 en closing en Afrique francophone, qui va nous partager le secret du succès en closing. Alors, Benny, quel est le secret du succès selon toi? En closing, tu veux dire? Oui, en closing. Dans mon domaine domaine d'activité, Ouais. c'est de ne pas avoir faim. En closing, Ouais. plus tu as faim et plus tu es un mauvais closer. Parce que quand tu as faim et qu'un truc que tu dois vendre à 1 million par exemple, mais là, la personne vient te voir et te dit qu'il a que 100 000. Or, toi, tu attends l'argent là, en fait, pour manger le soir. Tu ne peux pas avoir le courage de refuser les 100 000. Ok. Or, si tu n'as pas faim et tu as ton loyer, ce que tu vas manger sur les 12 prochains mois, si c'est 1 million, même si la personne vient enlever 1000 francs là, tu lui dis non mon ami, tu n'enlèves pas 200 francs. Si tu enlèves 200 francs, pardon, va acheter chez mes concurrents et tu lui envoies le numéro du concurrent pour qu'il achète. Le problème c'est quoi? C'est que généralement, le jour où tu commences pas à avoir le courage de faire ce genre de truc, les gens ne le vivent pas comme un affront. Les gens qui savent pas vendre, ils croient que quand on fait ça, c'est de l'affront. Or, c'est pas de l'affront, c'est que le client le vit comme une assurance. C'est que tu as tellement d'assurance dans ce que tu fais que il se dit, si tu es capable de lui envoyer le numéro d'un concurrent pour qu'il aille acheter là-bas. Moi, je fais ça à l'intérieur, je donne le numéro du concurrent. Je dis, en fait, je peux te recommander des gens qui peuvent te faire ça à ce prix. Voici un des numéros que j'ai vu sur le net. Tu peux contacter ça. Le client va jamais contacter cette personne. Parce qu'il se dit, ah, ok, en fait, ce qu'il veut faire, voilà le prix que ça coûte. Et si il veut vraiment le faire, il va payer le prix. Et ça, tu es capable de le faire seulement si tu peux te permettre de refuser son argent, tu vois. Moi, je l'ai remarqué par exemple maintenant avec l'un de nos meilleurs closers. Le jour où je lui ai donné un salaire, un des closers dans mon équipe et tout, le jour où je lui ai donné un salaire fixe, j'ai remarqué qu'il est devenu automatiquement un meilleur closer avec de meilleurs taux et tout. Juste parce qu'en fait, quand il rentre dans l'appel, il n'a plus l'impression que s'il ne fait pas la vente qui est là, il va pas manger le soir. Il va pas manger à la fin du mois. Il se dit, peu importe ce qui se passe, j'ai mon salaire fixe à la fin du mois et je peux déjà payer mes charges. Donc si tu me casses les couilles là, je t'en vas chier aussi. Donc ça donne cette assurance là dans la conversation et le client sait que il sent que tu ne sais pas de tout faire pour juste lui vendre ta solution. Mais tu sais vraiment de voir, ok, quel est le meilleur choix pour lui et lui recommander le meilleur choix, tu vois, en fonction de son budget et tous ces détails. Donc pour moi, en closing particulièrement, ce serait ça quoi. J'ai posé la même question à Ulrich Sossou, qui est un pionnier du numérique au Bénin. Développeur de base, il a fondé et revendu plusieurs startups à succès. Je lui ai donc posé la question de connaître dans un premier temps le secret du succès en tant que développeur, puis en tant qu'entrepreneur. Écoutons. Alors, salut Ulrich, l'audience voudrait savoir la clé du succès selon toi.
par exemple. Donc, en tant que développeur. Ok. La clé du succès en tant que développeur, Ouais. je dirais que c'est de chercher les problèmes les plus difficiles à résoudre, en fait. Parce que souvent, je vois beaucoup de développeurs qui vont se limiter à faire des sites web ou travailler sur des petites applications et tout le reste. Enfin, par exemple, ils vont faire des applications, ils se disent, OK, en un mois, on a fini l'application et c'est bon, on passe à autre chose. Mais les produits les plus difficiles, ça prend des années à créer. Et c'est des produits, par exemple, qui auront des milliers, des centaines de milliers, des millions d'utilisateurs. Donc, en tant que développeur, c'est vraiment chercher à construire des choses que beaucoup de gens vont utiliser, qui vont présenter des challenges techniques, etc. Aujourd'hui, au Bénin, il y a des développeurs qui gagnent des gens 10 000 euros, voire plus par mois. Et c'est parce qu'ils ont vraiment des compétences avancées, qui travaillent sur des systèmes d'IA, par exemple, très avancés, etc., qui travaillent pour des boîtes internationales. Mais c'est vraiment parce qu'ils ont travaillé sur leurs compétences. Ils ont rencontré des problèmes super difficiles à résoudre. Et donc, aujourd'hui, dans le monde entier, ils sont parmi les rares personnes qui sont capables de travailler sur ce genre de problème. Donc, si je dois conseiller quelque chose aux développeurs, c'est vraiment ça. Chercher des challenges, travailler sur des problèmes de plus en plus difficiles et tout. Et ne vous limitez pas aux trucs qui sont très simples à résoudre. Ok. Et au-delà de ta casquette de développeur, aujourd'hui, tu es beaucoup plus connu en tant qu'entrepreneur. Quel est, selon toi, le secret du succès dans l'entrepreneuriat? Je vais dire deux choses. Déjà, de ne jamais abandonner. En fait, c'est la chose de base, au fait. Tu dois juste t'arranger à ce que tu n'abandonnes pas et que tu sois juste en train de continuer. Tant que tu n'abandonnes pas, tu vas réussir nécessairement, au fait. Souvent, les gens vont te dire que, ouais, on peut créer une entreprise, échouer, etc. Mais un entrepreneur, au fait, au jour le jour, il ne fait qu'échouer. Il essaye, il cherche des clients, les clients vont lui dire non, ça c'est des échecs, au fait. Ouais. Ou bien, il essaie de travailler avec certaines personnes et ils vont lui dire non, on ne veut pas travailler avec toi. Il va perdre des employés, etc. Il y a des échecs tous les jours. En tant qu'entrepreneur, au fait, ce n'est pas de ne pas échouer, mais c'est plutôt de ne jamais abandonner. Tant que tu as de quoi manger et continuer, tu n'abandonnes pas et tout. Et en même temps, ce qu'il faut associer à ça, c'est le fait de toujours chercher à tester différentes choses, au fait. Si tu n'abandonnes pas et tu es en train de faire la même chose pendant des années, des dizaines d'années, tu ne vas jamais réussir, au fait. Tu ne vas jamais y arriver. Mais tant que tu es en train de continuer et que tu n'abandonnes pas et que tu testes des choses différentes et tout, quand tu auras testé 1000 choses, c'est sûr que parmi les 1000 choses, il y aura une chose qui va réussir. D'accord. Et est-ce qu'il y a une spécificité, est-ce qu'il y a une précision que tu peux me donner, par exemple, par rapport aux entrepreneurs de la tech en particulier? Les entrepreneurs de la tech, Oui. je dirais que le secret, c'est que la tech n'est pas différente des autres choses. Il s'agit juste d'avoir des clients et de satisfaire les clients. Donc, que vous soyez en tech ou dans d'autres domaines, c'est ça la règle de base. Souvent, on pense que la tech, c'est quelque chose de différent et on se dit que, je vois par exemple beaucoup de gens, que ça soit des développeurs ou même des gens qui ne sont pas développeurs, ils ont une idée, ils vont se dire, OK, on se met devant notre ordinateur ou bien on emploie un développeur qui va se mettre devant son ordinateur et qui sera entre le développeur logiciel et après on va présenter ça au client et ça va marcher. Mais ça ne marche pas comme ça, en fait. En tant qu'entrepreneur, que ça soit de la tech ou pas, la première chose à faire, c'est d'aller discuter avec les clients, de comprendre leurs besoins, de répondre à ces besoins, etc. Que ça soit avec des logiciels ou pas. Donc, je dirais que le secret quand on est dans la tech, c'est que c'est pas différent, c'est la même chose qu'ailleurs. Super. Merci beaucoup, Ulrich, et merci beaucoup pour tous ces apports. Merci à Très toi. bientôt. Bye. Yes. Ensuite, nous avons Ivana, qui est la CEO de Un Gros Cookie, une marque qui fait de la food, d'accord, de la vente de nourriture en ligne. Elle fait de la vente en ligne aussi. Et elle avait aussi des trucs très intéressants à dire. Salut Ivana, créatrice ou CEO de Un Gros Cookie, c'est bien ça? C'est ça. Quel est selon toi le secret pour réussir, le secret du succès dans le domaine de la vente de nourriture en ligne? Parce que c'est un peu ce que tu fais. Oui. Quel est le secret du succès selon toi dans ce domaine? Je pense qu'il y a plusieurs étapes ou plusieurs clés. Donc, la première étant de savoir choisir son produit. Donc, savoir si tu veux faire un produit que tout le monde fait déjà ou choisir un produit sur lequel tu pourras dominer. Mais par exemple, tu ne vas pas te mettre à vendre des chouquettes au Bénin où on n'est pas habitué à vendre des chouquettes. Donc, choisir déjà un bon produit qui intéresse les gens. Et ensuite, savoir te positionner. Est-ce que tu veux faire un produit premium ou est-ce que tu veux faire un produit pour monsieur et madame, tout le monde. Et ensuite, perfectionner ce produit, mais pas que. Tu peux avoir un bon produit, mais ne pas pouvoir vendre. Donc, avoir un très bon produit, avoir de la constance dans la production, avoir des process clairs, de sorte à ce que si on commande ton produit 5 fois, qu'on puisse avoir la même expérience 5 fois, mais aussi savoir communiquer. Donc, choisir ta cible et communiquer vers cette cible-là. Quel type de communication va parler à ta cible et il faut te focaliser dessus. Donc, miser sur la consistance du produit, mais également la communication. Mais tu as dit de choisir un produit que les gens veulent. Oui. Qu'est-ce qui t'a permis de savoir qu'au Bénin, les gens aimeraient les cookies, par exemple? Ok. C'est pas commun. Oui.
Alors, les cookies sont très tendance actuellement. Ok. Donc, il y a ça. Et il y a déjà des cookies au Bénin, mais il n'y en a pas de bons comme moi. Donc, moi, mon point, c'est vraiment faire les meilleurs cookies Ok. qu'on trouve ici. Ok. Et voilà, c'est mon positionnement. C'est juste le positionnement. C'est ça. Mais après, les cookies, c'est un peu un luxe, j'aimerais dire, ou Ouais. c'est un dessert, donc c'est pas un produit dont on a besoin, mais dont on a envie. Donc, si tu as un produit qui est hyper bon, même si on n'a pas forcément besoin de ça, Et ils qu'ils en viendront ont quand envie. même acheter. Super, c'est clair. Merci beaucoup. C'est limpide. À très bientôt. Puis, nous avons fini avec Naël Setondi, qui est un designer de très haut niveau qui collabore avec des entreprises américaines depuis plusieurs années. Alors, salut Naël. Pour ceux qui ne connaissent pas Naël, c'est un designer, un product designer ou Ouais, c'est c'est quoi ça. la dénomination? Product designer. Product designer et tout, et très réputé. Mais il n'est pas du tout sur les réseaux. Et j'aimerais lui demander, en fait, pour lui, c'est quoi la clé du succès dans son domaine? Comment faire en tant que designer pour vendre ses services et en vivre confortablement, par exemple, depuis l'Afrique? Et moi, mon expérience personnelle, en tant que je pense que déjà, la plupart des designers ici se forment en autodidacte. Enfin, tout récemment, on a eu des écoles, des formations sérieuses. Donc, le premier truc déjà, c'est quand tu commences en tant que designer, la chose la plus importante d'abord, c'est comment est-ce que tu arrives à acquérir les compétences. Parce que le truc qui te permet d'avoir un impact ou d'avoir une chance déjà sur le marché, c'est les compétences que tu as et la manière dont tu es en mesure de t'appliquer. Mais moi, je pense que le truc qui me différencie personnellement, en gros, on parle de taste, tu vois. Donc, généralement, le truc que tu peux pas vraiment enseigner à d'autres, ou le truc qui est difficile à enseigner, en fait, c'est le taste. Donc, ta capacité à reconnaître, oui, le goût, en fait. Donc, ta capacité à reconnaître ce qui est bon de ce qui n'est pas bon, tu vois. Et ça, tu développes ça vraiment en te nourrissant de beaucoup de choses, en explorant beaucoup de ressources. Et après, le reste, je pense que c'est plus une histoire d'arrivée de marketing, tu vois. Donc, comment est-ce que tu arrives à utiliser ces choses-là pour te créer un profil unique qui te différencie, utiliser ce storytelling-là pour pouvoir vendre. Généralement, quand moi je vais voir des clients, mon positionnement, c'est que j'étais développeur à la base, tu vois. Donc, j'arrive à combiner en fait mon expérience en tant que développeur et mon expérience, parce qu'au début, j'étais designer graphique, branding et tout ça. Donc, ça me permet de construire un storytelling assez intéressant pour montrer aux gens que je peux apporter quelque chose à leur entreprise parce que j'ai plusieurs visions. Donc, moi, je bosse sur dans les startups. Donc, s'il y a des applications mobiles ou des applications web. Donc, dans ce genre d'environnement-là, tu n'as pas envie d'être juste le designer à qui on dit « Ok, on a besoin d'une page web ou bien on a besoin d'une homepage. » Toi, tu vas dans Figma, tu fais une homepage. Tu as besoin d'être le gars vraiment où, dans la conversation, le client qui est en train de te recruter peut avoir le sentiment que cette personne-là, c'est quelqu'un qui comprend les enjeux du business, c'est quelqu'un qui comprend les différentes parties prenantes, tu vois, et qui est en mesure d'apporter quelque chose de plus que juste. Ah, je sais faire de jolies interfaces ou je sais faire des trucs qui sont beaux, en fait. Okay. Donc, c'est juste l'addition de ces choses-là. Du coup, tu dois être en mesure de t'intéresser à beaucoup de choses. Tu dois être en mesure de t'intéresser à ce que les développeurs font. Avant, il y avait beaucoup le sujet de est-ce que les designers doivent coder? Et généralement, la réponse était non, c'est pas nécessaire. Mais moi, j'ai jamais cru en ça. Parce que si tu es designer dans une équipe et que tu es en mesure de pouvoir voir différentes perspectives, ça te permet de pouvoir présenter un personnage beaucoup plus intéressant et beaucoup plus pertinent dans les équipes que tu veux intégrer. Donc pour moi, c'est surtout ça. Je pense que c'est d'abord une question de compétences. La partie marketing, je pense que tu peux voir les marketeurs pour parler de ça. C'est difficile, mais dans un marché où il y a beaucoup plus de personnes qui sont en mesure de faire ça, la vraie question, c'est d'arriver à trouver ta propre sauce. Donc d'arriver à trouver les choses qui t'intéressent et de voir comment est-ce que tu peux combiner ces différentes choses-là pour créer le personnage qui va intéresser les entreprises avec lesquelles tu veux travailler. Merci beaucoup, Naël. À très bientôt. Merci.